Aujourd'hui, interview d'Agathe, ingénieure française et partenaire chez Bain, grand cabinet de conseil à Sydney. Après 8 ans d'expérience en France et en Angleterre, elle arrive en 2014 en Australie. Nous allons donc parler de l'impact des différences culturelles sur le travail dans le monde du conseil, puis du rôle et de l'importance des mentors et des sponsors dans sa propre évolution de carrière et de comment les choisir, comment les trouver. Et enfin les conseils qu'Agathe donne aux ingénieurs arrivant en Australie ou qui souhaitent évoluer dans le milieu du conseil. Allons-y. Donc Agathe, tu es arrivée il y a à peu près 5 ans en Australie. La première question qui se pose, c'est comment est-ce que tu es arrivée en Australie depuis Londres? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici? Alors en fait, je suis arrivée il y a 5 ans de façon permanente, mais en 2007, avec Bain, j'ai fait un transfert de 6 mois pour travailler sur un de nos clients à l'époque. Et ils avaient besoin de beaucoup de gens de tous les bureaux pour venir en Australie. J'avais décidé de venir 6 mois. Pendant ces 6 mois, j'ai rencontré mon mari, qui est australien. Donc j'ai déménagé à Londres avec lui. On est resté 6 ans là-bas. Et puis, il avait envie de revenir, d'être près de sa famille. Et puis moi, j'avais envie d'un peu de changer. Du coup, on a décidé de rentrer il y a à peu près 5 ans. Donc vous êtes revenu en Australie et au niveau du travail, est-ce que ça a été compliqué de refaire un transfert puisque les bureaux, notamment, je sais pour les autres cabinets, ils sont assez demandés en Australie. Comment ça s'est passé? Ça a été long, mais pas compliqué. C'est-à-dire que, en fait, en novembre 2013, mon mari a eu un contrat de 1 an en Angleterre. Il travaille dans une banque. Et du coup, à ce moment-là, on s'est dit, OK, dans 1 an, quand le contrat est terminé, on veut partir. Et du coup, moi, j'ai prévenu ma boîte. Je leur ai dit, j'aimerais bien aller en Australie dans 1 an. Ce qui fait que finalement, ça leur a laissé suffisamment de temps pour m'aider à faire le transfert. Si je leur avais dit, je veux transférer dans 1 mois, ça aurait été compliqué. Mais comme je leur ai laissé beaucoup de temps, finalement, ça a bien marché et puis ça s'est bien aligné. Ce qui s'est moins bien aligné, c'est que quand je suis arrivée, j'étais enceinte de 6 mois. Du coup, quand je suis arrivée, je n'ai pas travaillé très longtemps avant d'aller en congé maternité. Mais ça s'est très bien agencé dans les cabinets de conseil de façon générale. Et je parle plutôt pour les 3 grands cabinets de conseil. C'est assez facile de transférer, en fait. Il y a pas mal de demandes en Australie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent transférer de façon permanente aussi loin d'Europe ou des États-Unis. Et généralement, ils ont leurs finances sont très internationales. C'est-à-dire que c'est pas vraiment super attaché à un bureau, le PNL d'un bureau, et puis s'il y a quelqu'un qui part, c'est du revenu qu'on perd. Comme les finances sont internationales, finalement, c'est pas vraiment un gros problème de bouger. Ils t'ont quand même fait passer des entretiens en interne pour vérifier la motivation. Comment ça s'est passé? Tu as fait une demande lors d'un processus annuel? Non, alors comme c'est un transfert permanent, c'est en dehors d'un processus annuel. Il y a un processus 2 fois par an pour venir pour faire des transferts de 6 mois. Et ça, on fait... on apply, et puis il y a une espèce de loterie, et puis en fonction des bureaux qui demandent des gens et des bureaux où les gens veulent partir, et ben ils allouent les postes, et ça marche comme ça. Mais là, comme ça demande une demande de transfert permanent, c'est vraiment quand ça vient, et puis après ça, ils voient un peu avec le bureau qui doit recevoir si ils ont besoin de gens, le bureau qui envoie si jamais ils pouvaient me libérer, et puis finalement ça s'est plutôt bien agencé. D'accord. Et donc tu es arrivé ici, tu étais enceinte de 6 mois, donc tu as Oui. travaillé 1 ou 2 mois, juste pour dire bonjour. Alors ici, ils travaillent beaucoup plus tard qu'en France pour prendre le congé maternité. Donc j'ai travaillé ici presque 3 mois. Oui, je me suis arrêtée 1 semaine avant. Wow. Et oui, voilà. Donc j'ai aidé sur un projet en fait pendant 3 mois. Et après ça, j'ai pris mon congé maternité. Qui est plus généreux qu'en France de façon générale. Enfin, en fait. En général, on dit l'inverse, pourtant c'est. Non, alors ça dépend ça dépend énormément des entreprises. Mais ici, par exemple, on a 4 mois de congés payés, mais je peux prendre jusqu'à 1 an. Et la plupart des gens ici prennent 1 an. Donc moi, j'ai pris 9 mois. Voilà. Pour pouvoir revenir au bout d'1 an entre l'arrivée en Australie et la reprise. Exactement. Je suis revenue un peu moins d'1 an. Il y a un point sur les finances dont on reviendra ensuite, puisque j'avais une question d'une personne dessus. Sur tout ce qui est les process justement, donc Bain, l'entreprise internationale, mais est-ce qu'il y avait des différences entre ce que tu as pu voir au bureau de Paris, de Londres, et ensuite en Australie sur
la façon dont les choses se font ou les process sont standardisés au niveau worldwide? La façon de travailler est extrêmement similaire entre les bureaux. C'est la même approche des problèmes, on a les mêmes solutions, on part des mêmes produits, etc. Les différences principales que j'ai notées entre les bureaux, c'est la maturité du marché et des clients. Donc moi j'ai travaillé dans 3 pays et par exemple le marché au Royaume-Uni est beaucoup plus mature qu'en France et en Australie. Ça va impacter comment d'être plus mature? Alors, ça impacte que les clients sont plus habitués à travailler avec des consultants, que les clients sont plus habitués à payer le prix des consultants et que du coup, les équipes sont mieux staffées, c'est un peu moins entrepreneurial. Donc en fait, il y a des pour et des contre. Le pour, c'est que finalement, c'est quand même un peu plus établi, que de façon générale, mon work-life balance au Royaume-Uni était quand même un peu plus balancé qu'ici ou en France. Le pire étant la France. Et donc ça c'est le pour. C'est plus organisé, les gens savent ce qu'ils achètent, les gens savent travailler avec les consultants et du coup ça rend le travail un peu plus facile. Les contres finalement, c'est que dans un esprit un peu plus entrepreneurial, il y a quand même plus de liberté dans ce qu'on fait avec les clients, de la façon dont ils nous utilisent. On a un peu plus l'opportunité d'innover. Donc, par exemple, il y a pas mal de produits, parce que c'est pas vraiment des produits, mais il y a pas mal de types de projets chez Bain qui sont nés en Australie finalement, parce que on travaille un peu avec les clients sur une façon différente de faire le travail, une façon différente de payer pour des projets, etc. Et puis du coup, après ça s'étend un peu dans les autres bureaux. Et ça va revenir jusqu'à Londres, jusqu'au bureau? Voilà, exactement. Ok. Donc le rythme de vie est plus soutenu qu'à Londres ici, mais par rapport à la France, on y gagne quand même. Ouais. Le rythme de vie ici est soutenu mais flexible. Ce qui, pour moi, fait une énorme différence avec la France. Bon, peut-être aussi j'ai évolué dans la boîte, donc je suis plus senior, donc je peux faire un peu plus ce que je veux avec mon temps. Mais ici, par exemple, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent vers 6-7 heures, qui vont dîner avec leur famille, ou avec leurs amis, ou qui vont faire du sport, et qui reprennent le travail après. En France, j'ai toujours trouvé que c'était vraiment... Il faut rester avec ton équipe, il faut dîner avec ton équipe, il faut travailler tard, il faut être au bureau tard, beaucoup de FaceTime. Ici, beaucoup moins. Je trouve que c'est une culture plus ouverte à travailler de chez soi. Les gens font beaucoup plus confiance au concept de si tu dis que tu vas travailler chez toi, ben, tu vas pas juste aller en vacances pour la journée, tu vas vraiment travailler. Donc je trouve qu'il y a plus de flexibilité dans la façon d'approcher le travail. Ok, je vois très bien le fait de rentrer chez soi le soir pour ensuite rebosser, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté, même usuel ici, puisqu'on passe du temps avec sa famille. Exactement. Et c'est que ça rend quand même la vie extrêmement facile, enfin beaucoup plus facile quand on a des enfants surtout. Une question, parce que c'est intéressant toujours d'avoir le point de vue partenaire, conjoint. Lorsque tu es venu ici, bon, il était australien, donc ça a dû être plus simple pour lui de retrouver un travail. Ça a été facile ou comment était la transition de son côté? Alors, lui, il travaille dans la finance. Il fait du risk management. Et du coup, en fait, ça a été limite plus facile de retrouver du travail en arrivant ici à cause de son expérience à Londres. Voilà. D'accord. Donc, arriver en Australie j'ai travaillé pour 3 banques au Royaume-Uni, c'est un avantage, c'est super. Donc il a trouvé du travail super rapidement. Puis surtout il est contracteur, donc il cherchait pas des offres permanentes, c'était plutôt sur des projets et puis il y a beaucoup de demandes en fait dans ce marché-là. Ouais, make sense. Donc, j'en reviens à l'évolution, puisque tu as évolué. Donc tu as évolué au sein de Bain en même temps que tu as changé de pays au fur et à mesure. Et une question de Claire, c'était tu es arrivé en Australie en tant que principal, si je me souviens bien. Ouais. Et de ce qu'on peut penser dans un cabinet de conseil, en général à ce grade-là, on s'attend à avoir un certain portefeuille client. Ouais. Ça rejoint ce que tu disais sur les revenus tout à l'heure. Comment as-tu fait en arrivant en Australie? Est-ce que tu as repris un portefeuille client de quelqu'un ou est-ce que tu as dû le build from scratch? Et sa question à elle, c'est si tu l'as build from scratch, quelles sont les 3 choses sur lesquelles tu recommanderais à quelqu'un qui devrait faire la même chose de focaliser son attention, ses efforts? Alors, on a un système peut-être un peu plus particulier chez Bain que dans des cabinets comme les Big Fours. Donc moi, j'ai pas mon portefeuille de clients. Donc j'ai évidemment des contacts
chez des clients et des personnes qui, ah tiens, j'ai besoin de support et qui pensent à moi, que du coup, je n'ai pas amené ici, hein. Donc c'était un peu compliqué. Mais on travaille beaucoup en équipe. Du coup, ce que j'ai fait quand je suis arrivée ici, c'est que je me suis insérée dans un nombre d'équipes et que du coup, plutôt que d'apporter mes contacts, j'ai apporté mon expérience, j'ai apporté ce que je sais faire, j'ai apporté des projets un peu différents de ce qu'on faisait ici pour pouvoir contribuer à construire des relations avec des clients qui n'étaient pas les miens. Donc, c'est-à-dire que Partner X qui travaille pour l'entreprise Y où il connaît un certain nombre de clients et qui ont fait de la stratégie avec eux et potentiellement du Net Promoter Score pour savoir comment ils sont avec leurs clients. Moi, j'arrive, je travaille avec Partner X avec mon expérience de performance improvement. Agathe a fait des projets dans votre industrie en Angleterre, elle sait de quoi elle parle, etc. Et du coup, hop, je m'infiltre dans le compte client et c'est comme ça que je commence à construire des contacts. D'accord. Un des conseils que je donnerais, c'est d'être patient. Parce que forcément, si on bouge de pays, on prend un petit step back dans sa carrière. Moi, je suis venue ici. Je pense que si j'étais restée à Londres, bon, évidemment, j'étais enceinte, mais si j'étais restée à Londres et que je n'avais pas eu d'enfant, je pense que un an et demi après, j'aurais été partenaire. Je suis venue ici, j'ai eu, non un, mais 2 enfants. Et puis, j'ai dû réapprendre à travailler avec des partenaires que je connaissais pas, avec des équipes que je connais pas et des clients que je connais pas. Et du coup, ça a pris un peu plus de temps. Mais après ça, faut accepter qu'il y a un trade-off. On habite quand même dans un pays super sympa. Et puis, du coup, mon mari avec sa famille. Et c'était un sacrifice que j'étais prête à faire. J'ai pas fait un sacrifice complet sur ma carrière. Je suis pas venue en me disant tiens, je vais pas travailler parce que ça va être trop compliqué. En plus, j'avais quand même l'opportunité de faire ce transfert. Du coup, c'était quand même beaucoup plus facile pour moi. Mais je savais que ça allait prendre un peu plus de temps. Donc, patience, c'est mon premier, c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de vraiment travailler avec les partenaires locaux, d'apprendre à les connaître, de travailler sur leurs projets pour construire de la confiance et que finalement, ils commencent à t'impliquer dans leurs projets et avec leurs clients. Les clients, finalement, pour les boîtes de conseil, ils n'appartiennent pas à une personne. C'est des clients qui... un client, il a besoin de beaucoup de choses et c'est très rarement un partenaire qui peut lui donner tout ça. Donc, un partenaire, il a bien intérêt à être sûr qu'elle a le bon réseau de personnes pour procurer à son client la bonne expérience et expertise. Et du coup, travailler avec les gens pour leur montrer que tu sais bien faire ce que tu fais, que tu as de l'expérience et que tu peux apporter quelque chose à la relation client, je pense que c'est vraiment le deuxième conseil que je donnerais. Une autre question, toujours sur l'évolution, mais là c'est plus sur l'évolution au sein de la carrière, donc ça peut être en Australie, mais aussi ce que tu as vécu avant. Question de Lorraine sur le rôle des mentors et des sponsors dans ton évolution à toi. La distinction n'est pas forcément évidente pour tout le monde, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton cas en tout cas? Ouais, pour moi la distinction est très évidente. Donc j'ai beaucoup de mentors et moi j'encourage tout le monde d'avoir plein de mentors. Chez Bain, on a un mentor officiel. C'est la personne qui récolte toutes les revues tous les 6 mois et puis qui package ça 2 fois par an, etc. Et avec qui on parle de façon régulière. Moi, je parle à mon mentor tous les mois, par exemple. Mais après ça, j'ai plein de mentors informels. C'est des gens avec qui je vais prendre un café, avec qui je déjeune, avec qui je parle de ma carrière, de mes problèmes, de mes dilemmes, j'ai besoin d'un peu de coaching, j'ai besoin d'un conseil. Et ça m'a beaucoup aidée de façon générale. Je sais pas si on dirait, mais je suis un peu introvertie. Du coup, parler comme ça de façon individuelle avec les gens, pour moi, c'est toujours très, très utile parce que je peux leur... Enfin, c'est une relation un peu personnelle, on peut demander des conseils. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut toujours... il y a des gens à qui on peut parler. C'est des gens avec qui j'ai travaillé de façon générale, donc qui me connaissent.
Et du coup, eux ont été vraiment plutôt utiles sur le côté j'ai besoin de parler à quelqu'un, il faut que je vide mon sac, je vais aller parler à quelqu'un. Et puis j'ai besoin de conseils à qui je peux demander. Donc ça, c'est les mentors. Les sponsors, c'est un peu différent. C'est quelqu'un qui va... Je sais pas comment on dit en français. C'est quelqu'un qui met son cou sur la table pour ta carrière. C'est quelqu'un qui dit moi je crois en Agathe. Alors je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est des gens qui disent ça, mais moi j'ai travaillé avec Agathe, elle est super. Je pense qu'elle va devenir partenaire un jour chez Bain. Et du coup je vais activement influencer des décisions pour être sûr que sa carrière progresse chez Bain. Donc, le staffing veut... Alors, moi, je travaille plutôt pour les boîtes industrielles et je fais beaucoup de ce qu'on appelle performance improvement, donc profit, etc. Si un jour le staffing décide je suis principal, j'essaye de me faire un peu mon petit chemin, j'essaye de bien m'associer avec les partenaires qui vont m'aider dans ma carrière. Et puis là, soudain, on vient me voir, on me dit écoute, Agathe, je suis désolée, il faut que tu ailles faire un cas de IT en Financial Services. Moi, j'ose pas trop dire, non, ben, c'est pas vraiment un truc que j'aime bien faire. Et puis, ça n'a pas beaucoup de sens avec le reste de ma carrière. Là, les mentors, ils n'ont pas vraiment d'influence parce que finalement, ils peuvent me donner des conseils. Ils peuvent me dire, mais non, refuse, etc. C'est pas ce qu'il te faut. Ou alors, ils peuvent te dire, bon, écoute, c'est que 6 mois, vas-y, fais-le. Après, le sponsor, c'est une personne qui va aller voir le staffing et qui va aller leur dire moi, je pense que c'est pas une bonne idée pour Agathe. Et je vais mettre mon point sur la table et vous dire que non, elle fera pas un cas d'IT dans les Financial Services. On va attendre un mois. Et pendant un mois, peut-être qu'elle va faire un peu de client development, qu'elle va pas forcément travailler et que du coup, vous pourrez pas l'utiliser. Mais c'est pas... On va attendre qu'il y ait un projet plus adapté à sa carrière qui arrive. Et c'est extrêmement important d'avoir des gens comme ça dans sa carrière, et moi ça m'a beaucoup aidé. J'ai mon sponsor ici, il a été très utile quand j'ai fait mon transfert. Ils étaient un petit peu, ils avaient décidé d'être un peu radins sur les billets d'avion, les trucs en arrivant ici. Du coup, lui, il a dit non, mais c'est pas possible. Enfin, quelqu'un qui déménage enceinte de 6 mois avec son mari, vous pouvez pas vous attendre à ce qu'il trouve un appart en une semaine, quoi. Donc, j'aimerais bien quand même qu'on lui donne un mois de service department quelque part à Sydney pour qu'elle puisse s'installer, des choses comme ça. Donc, enfin, c'est des gens vraiment qui potentiellement prennent un risque en étant de votre côté. Donc lui, il a aucun intérêt à dire donnez-lui plus d'argent pour qu'elle s'installe ici, quoi. Mais il le fait quand même parce qu'il pense que ça va me faciliter la vie et que du coup, ça va avoir un aspect positif sur ma carrière. Et lui, tu l'avais rencontré comment alors? C'était en travaillant ici, j'imagine? Alors lui, il travaillait à Londres avant. Et du coup, j'avais travaillé avec lui à Londres, mais il est australien et du coup, il était revenu déjà ici. Et c'est quelqu'un avec qui j'avais bossé, quelqu'un avec qui j'avais beaucoup aimé travailler et qui est vraiment très sympa. Et du coup, on était restés en contact. Et voilà. Bon, ils étaient quand même très contents que je vienne ici parce que le concept chez Bain, c'est qu'il y a quand même malheureusement pas beaucoup de femmes qui sont managers et partenaires. Du coup, tous les bureaux, ils sont très contents quand il y a des femmes managers et partenaires qui viennent dans leur bureau. Du coup, pour les quotas. Ouais, non, on n'a pas de quotas, mais bon, pour la parité, gender balance, ouais, parité, exactement. Du coup, bon, évidemment, il avait quand même intérêt à ce que je vienne, mais il s'est quand même, il a quand même pris des risques en disant, moi, je voudrais que ça soit plus facile pour elle de bouger. Après, quand je suis arrivée ici, finalement, il pouvait pas vraiment bien me staffer, donc j'ai dû faire un truc qui était un peu annexe pendant 2-3 mois, mais bon, c'était pas très grave. Mais après ça, il m'a vraiment aidé à avoir les bonnes conversations avec les bonnes personnes pour être sûr que quand je reviens de mon congé maternité, j'ai le bon projet au bon endroit, au bon moment, et puis que ça continue, quoi, jusqu'à ce que... et puis que du coup, ma carrière ait quand même un sens. Et donc je discutais hier avec une amie qui est dans le Big Four en conseil et qui se posait la question, donc plus jeune, dans les 25 ans, et qui se posait la question de comment la relation va se créer. Donc là, tu as travaillé avec cette personne-là. Ouais. Est-ce que ça commence comme une relation de mentor qui va ensuite évoluer ou ça se fait naturellement? Comment ça s'est passé dans ton cas, si tu peux en parler en tout cas? Ouais, moi je recommande vraiment de choisir des gens avec qui on a travaillé pour être un sponsor.
Et on peut leur demander, les gens ils sont hyper flattés qu'on leur demande d'être sponsor. C'est quand même... moi si quelqu'un me demandait d'être leur sponsor, waouh, enfin, c'est quelqu'un qui me fait confiance pour les aider à avancer leur carrière. Je pense qu'il faut juste pas avoir peur de demander aux gens Will you be my sponsor? Tu l'as demandé Ah bah oui, carrément, ouais, oui. Waouh, non, qu'est-ce que c'est Alors, là par exemple, moi je suis chez Bain, je suis responsable de Inclusion and Diversity. Oui. Donc tout ce qui est avoir un environnement de travail inclusif, de toutes les personnes. Donc les minorités, les pas minorités, tout ce qu'on veut, inclusion. Et aussi, je suis responsable de Women at Bain. Tu avais fait lancer un article ou un survey l'année dernière avec Chief Executive Woman. Exact. En fait, on fait une enquête tous les ans avec Chief Executive Woman sur un sujet différent chaque année. Là, par exemple, le sujet, c'était l'implication des hommes dans la parité. Donc, très intéressant. Et pourquoi est-ce que je parlais de Inclusion and Diversity? Oui. Un des sujets sur lequel je suis en train de travailler, c'est le sponsorship. Et d'avoir un programme formel de sponsorship pour les femmes à partir d'un certain niveau, donc juste en dessous de manager. Donc Case Team Leader, c'est à peu près après 5 ans chez Bain, on devient Case Team Leader, c'est 1 an avant de devenir manager. Et c'est là qu'on commence à voir le nombre de femmes décroître en pourcentage de la population totale chez Bain. Et du coup, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de parler à toutes les femmes de ces niveaux-là pour savoir qui pourrait être leur sponsor, si elles ont un sponsor aujourd'hui déjà ou pas. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller parler à tous les partenaires, leur dire je relance le sponsorship chez Bain, qui veut être un sponsor. Et puis je vois bien un peu déjà, puis surtout on connaît les gens, on sait bien qui va être un bon sponsor et qui va pas être un bon sponsor. Et ce que je vais faire, mais aussi on est dans une boîte pas énorme, hein, c'est que je vais aller voir un peu de façon individuelle les gens pour voir quel est le meilleur match entre ce qu'on appelle sponsees et sponsors. Donc c'est un peu officiel. Et dans les Big Four, je me demande s'il n'y a pas un truc un peu officialisé aussi. Mais de façon générale, donc là ça permet un peu de dire à quelqu'un Will you be my sponsor, c'est un peu moins compliqué, d'accord? Mais de façon générale, je pense que les gens, quand on leur demande d'être un mentor ou un sponsor, je pense qu'il y a peu de gens qui diront non. Et les gens qui diront non, généralement, c'est des gens qui diront non parce qu'ils ont déjà trop de sponsees ou de mentees. Et du coup, ils diront non, mais je serais super content d'être sponsor, mais je sponsorise déjà 5 personnes. Ça commence à faire beaucoup et je ne serais pas un bon sponsor si j'ai trop de monde. Du coup, moi, je encourage ton amie à demander à quelqu'un avec qui elle a travaillé. Généralement, c'est une relation de confiance aussi. Donc, c'est quelqu'un avec qui on a déjà une relation de confiance et qui ne serait pas complètement genre what? Donc voilà, je pense qu'il faut oser demander et que... Puis après ça, leur expliquer ce que c'est qu'un mentor, ce que c'est qu'un sponsor. On a travaillé ensemble, tu sais que je fais du bon boulot, que j'ai tu m'as dit dans ma revue X ou ma revue Y que j'ai un futur dans l'entreprise et moi j'aimerais bien qu'on continue à travailler là-dessus ensemble et que tu m'aides dans ma carrière. Ça a l'air super simple quand tu le dis comme ça. non, c'est très bien. Il faut oser, il faut jamais se dire mais non, ils vont dire non. Ou alors... en fait, c'est quoi le risque? C'est qu'ils disent non. Et puis bon, c'est pas grave, hein, on se fait toujours rejeter un jour ou un autre par quelqu'un. Bon, voilà, c'est pas très grave. Et je pense que vraiment la probabilité que quelqu'un dise non est extrêmement faible. Moi, je vois très bien à la fois le calcul et puis le fait que ça ne devrait pas être plus compliqué que ça. Je pense que quand les personnes ne sont pas forcément aware de la possibilité juste de le faire tout simplement, ne sont pas posées la question, on va se... moi, je recommande vraiment aux gens d'avoir beaucoup de mentors et généralement un sponsor, parce qu'on ne peut pas en avoir 46. En plus, il n'y a pas non plus beaucoup de personnes avec qui on a cette relation de confiance. Alors, le sponsorship, c'est two-way street. Donc, le sponsor, il va aller... je cherche le mot en français. C'est advocate. Je sais pas tellement... Tu peux le laisser en anglais, il n'y a pas de souci. Je pense que les gens qui veulent s'installer en Australie, même s'ils sont français, ils parlent un minimum anglais, ils vont comprendre. Soutenir advocate. Yeah. Donc le sponsor advocate pour son sponsee
Mais en échange, le sponsor s'engage à être le meilleur de qui il peut, si jamais son sponsor lui donne des conseils, s'engage quand même à les respecter. Donc ça va dans les deux sens. Et donc il y a pas, on peut pas avoir 50 sponsor relationships, c'est un peu plus dur, je trouve. Mais des mentors, on peut en avoir 50, ça c'est pas un problème. Make sense. Puis il y a les mentors qu'on connaît physiquement, puis il y a les mentors sur lesquels on peut les voir de loin et s'en inspirer quand même. Oui, voilà, exactement. Ok, top, je pense qu'elle va être... super réponse, Lorraine va être contente. Ouais. Là c'est un petit aparté, mais tu travailles souvent, donc Melbourne, Auckland, t'es combien en pourcentage du temps, à Sydney? Au final, en étant basé à Sydney quand tu travailles? Ça a changé. Au cours des 4 dernières années, j'ai pas voyagé, parce que de toute façon, mes enfants étaient trop petits, et puis j'avais pas envie de voyager. Ça veut dire que j'ai dû faire un peu plus de sacrifices sur le genre de projet que je faisais, qui était moins directement dans industriel performance improvement. J'ai dû un peu faire d'autres trucs. Ouais. Mais là, par exemple, j'ai fait 2 projets à Adélaïde, mais du coup, j'y allais 2 ou 3 jours par semaine. Je fais quelques meetings à Melbourne, mais bon, généralement, j'y vais soit pour la journée, soit juste une nuit. Et puis là, je commence un projet à Auckland. Mais je vais le faire que 3 semaines, parce que je pars là 6 semaines en France, fin juillet. Bon timing. Exactement. Parce que ce que je retiens quand même de ce que tu dis, c'est qu'il y a une certaine flexibilité qui est toujours accordée en termes de... tu dois faire des compromis, bien entendu, parce qu'il faut être staffé à un moment donné, mais le compromis est possible. Le compromis est possible. Je pense que, allez, c'est un peu déprimant peut-être, mais dans 10-15 ans, on sera même plus obligé de voyager. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà des clients qui ont des bureaux à Sydney et à Melbourne. Et moi, j'ai jamais eu à aller à Melbourne parce qu'ils ont des super trucs de vidéoconference, etc. Que les gens n'ont pas envie de voyager. Que les gens s'aperçoivent que prendre l'avion, c'est mauvais pour l'environnement. Que du coup, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas juste un vidéoconference où on voit très bien les gens, il n'y a pas besoin d'aller leur parler en face, quoi. Et donc, je pense que dans 10 ans, ça aura vraiment beaucoup changé. Ok. Bon, bah, on verra ça, on refera une interview dans 10 ans. On refera une interview dans 10 ans, et je suis sûre alors... on la fera par vidéoconférence. J'ai pas pris d'avion. Voilà. On a mentionné rapidement le travail que tu faisais sur tout ce qui était inclusivité, parité. Ouais. Il y avait, et dans ce que tu as pu faire justement sur les dernières années ici, as-tu pu voir des différences en termes de trends, de trends, je vais laisser en anglais aussi, entre la France, des tendances entre la France, l'Australie et l'Angleterre à ce niveau-là? Est-ce qu'on est plus avancé quelque part? Alors, le problème pour répondre à cette question, c'est que j'étais en France il y a 10 ans, 11 ans, et que du coup, je pense que ça a beaucoup évolué depuis. Je vois, cela dit, que en Australie, on est quand même, en tout cas chez Bain, comparé aux autres bureaux, on est plutôt en avance sur ces sujets par rapport aux autres bureaux. En tout cas en Asie, mais en même temps, de façon culturelle, c'est quand même pas dur d'imaginer que l'Australie est plus du côté Western world que le reste de l'Asie. Mais par exemple, nous, on a le plus gros pourcentage de femmes qui travaillent à temps partiel. Et c'est des consultants, des managers, des partenaires, donc c'est ce qu'on appelle le part-time client facing, donc c'est toujours le même boulot mais c'est part-time. On a du job sharing, donc des managers qui travaillent 3 jours par semaine mais qui sont vendus comme une personne. Notre politique de congé parental alors par exemple, voilà, notre politique de congé parental, elle est gender neutral. Donc, à partir du moment où quelqu'un est ce qu'on appelle le primary carer, ils ont le congé parental, que ce soit un homme ou une femme. Et je pense que là, tout ça, je trouve que c'est plus évolué que dans les autres bureaux où j'ai été. En même temps, je pense que depuis 10 ans, ça a quand même beaucoup évolué. Mais c'est ça que j'aime bien en Australie, c'est quand même un univers beaucoup plus inclusif. Et puis je pense que ça va avec le côté plus flexible en fait. Puis après il y a les millénials quoi. il faut s'adapter. Il faut s'adapter exactement. En fait, j'ai réfléchissais l'autre jour à le concept
sais plus, c'était Sarkozy qui disait il faut travailler plus pour gagner plus. Et les millénials, ils veulent travailler moins pour gagner moins et ils s'en fichent. Donc il faut pouvoir avoir les options pour attirer ces talents-là. Et puis c'est pas donc il faut évoluer, il faut avoir plus d'options de flexibilité, de temps partiel. Euh, il y a des gens qui font ce qu'on appelle le 10-2, c'est-à-dire que tous les ans, ils ont 2 mois de congés non payés, mais ils prennent un gros. Un congé sabbatique Voilà, de un 2 congé mois. sabbatique de 2 mois tous les ans. Waouh, Donc il y a des trucs comme ça, il y a de plus en plus de gens qui prennent des options de temps partiel, même s'ils n'ont pas d'enfants par exemple. Parce que de façon générale, de façon plus traditionnelle, je dirais, au cours des 5-10 dernières années, les gens qui ont fait du temps partiel, c'est plutôt des femmes avec des enfants. Et qui du coup veulent pas travailler 5 jours par semaine. Et comme ça, elles peuvent passer plus de temps avec leurs enfants et leur famille. Maintenant, on a des consultants qui prennent un jour par semaine parce que voilà, ils ont pas envie de travailler 5 jours, et puis c'est parfaitement compréhensible. Et puis après ça, ils s'en fichent, ils sont payés 80% puisqu'ils ne travaillent pas à 100%. Donc, et je trouve que les mentalités en Australie sont un peu plus évoluées. Mais après ça, il y a la mentalité encore plus poussée en Nouvelle-Zélande, mais je pense qu'on n'y est pas encore ici. Alors je connais pas forcément la mentalité en Nouvelle-Zélande, qu'est-ce que tu... Super inclusif, Nouvelle-Zélande. Moi, partout, j'étais à Auckland hier, chez mes clients, les toilettes, ils sont pas... les toilettes sont gender neutrals, mais même on voit, comment elle s'appelle, Jacinda, leur premier ministre, elle est quand même elle a beaucoup plus d'empathie, et puis j'ai l'impression que c'est quand même plus... du coup, ça s'est un peu infiltré plus dans la mentalité. Mais ça commence ici, et je trouve que les gens sont quand même plus inclusifs de façon générale. Ouais, je partage. Moi, je suis en train de réfléchir. Alors, il y a aussi un autre... Que ça soit en Australie... Alors, en fait, là où c'était quand même plus flagrant, c'est en Angleterre. En Angleterre, à Londres, il y a... C'est très international. Du coup, on est obligé d'être plus inclusif des cultures et des gens parce que finalement, il n'y a pas que des Anglais, quoi. Donc, en France, si on parle au bureau de Paris, si tu parles pas français, tu survis pas très longtemps, quoi, parce que les gens sont sympas, ils disent 2 phrases en anglais, puis après ça, ils reviennent à leur conversation en français. Du coup, c'est un peu dur. C'est ça, en fait, moi, du coup, je pense... Je sais pas si je peux dire... je pense que je retournerai pas travailler en France. La France, c'est... Il faut parler français, il n'y a que des Français, il faut avoir été dans les top 5 écoles d'ingénieurs, les top 3 écoles de commerce, et puis sinon, ce que je trouve très, finalement, très contraint et pas... Ici, le recrutement va être plus disponible à des profils plus atypiques, ou ça reste... Ouais, je trouve. Ouais. Alors peut-être que je me trompe et que finalement, c'est quand même des gens qui sont dans les mêmes universités et les mêmes écoles, mais je trouve que déjà, comme il y a beaucoup plus de gens qui parlent anglais, du coup, c'est quand même beaucoup plus international. Moi, je vois, dans les équipes que j'ai de façon générale, moins de la moitié des gens sont australiens. Et des gens de partout. Alors qu'en France, tout le monde est français. Oui. Ici, quand on recrute un CEO, on ne dit pas Madame Machin, 54 ans, polytechnicienne, vient d'être élue CEO de Boral. Les gens ils s'en fichent de où elle est allée, Madame Machin. Elle a fait sa carrière et c'est ça qui compte, quoi. Moi, c'est un truc qui me... je suis très contente d'avoir fait Centrale, évidemment, et puis ça m'a ouvert vachement de portes, et puis l'éducation était super, mais je trouve que finalement, ce côté un peu clos de la France, on ne retrouve pas ici, et je trouve que c'est bien. Alright, bon, alors, question rapide. La première, c'est, y a-t-il un livre que tu recommanderais pour tout ce qui est carrière, aussi bien professionnel que relations personnelles, mais orienté comment évoluer Est-ce qu'il y a un livre qui t'aurait marqué, ou est-ce qu'il y en a un que tu recommandes ou que tu offres souvent? Il y a un livre qui s'appelle Never Eat Alone. Oui, je l'offre très régulièrement aussi, mais vas-y, je te laisse en parler. Non, mais je trouve le concept génial, quoi. C'est-à-dire que déjà, moi, j'aime pas déjeuner toute seule. Je trouve ça hyper déprimant, même quand je voyage toute seule, que je vais dîner toute seule. Je sais pas, je préfère pas dîner. Donc, de trouver toujours quelqu'un et
pas forcément quelqu'un qui va faire avancer ta carrière, mais quelqu'un qui, ici, voilà, des juniors ou des gens du support staff, de déjeuner avec des gens, et puis bon, aussi de déjeuner avec des clients, de déjeuner avec des gens où évidemment ça va faire avancer sa carrière, c'est un très bon conseil. Très bien. Et le livre est très bon aussi. Tu l'as lu ou... Ouais. Ouais. Non, le reste, il y a beaucoup d'advice, de recommandations très pratiques et beaucoup d'histoires qui permettent de montrer à quel point ça peut être utile. Ouais, très bon livre. Ouais. Deuxième question. As-tu une citation, un proverbe, un motto par lequel tu es drivé ou... Alors, j'ai pas un proverbe officiel, mais moi, ce qui me drive, c'est que je ne stresse jamais pour les choses qui sont en dehors de mon contrôle direct. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a quand même rendu beaucoup plus calme le jour où j'ai arrêté de stresser pour des trucs pour lesquels je ne peux rien faire. Voilà, j'attends maintenant. Et généralement, ça s'arrange, donc voilà. Tu attends, c'est... Oui, il y a les trois sphères. Il y a les sphères d'impact direct, d'influence, et puis c'est sûr qu'on n'a pas de contrôle. Voilà, et moi, je me focus sur l'impact direct. Voilà. Même pas l'influence Un petit peu, mais je ne stresse plus. Très bien. Ok. Troisième question. Si tu pouvais revenir en arrière à ton arrivée en Australie, est-ce que et que tu pouvais te donner un conseil à toi-même, que tu pouvais changer quelque chose, qu'est-ce que ça serait? Et là, on parle de la fois où tu es arrivé définitivement il y a 5 ans, mais si tu veux faire ça par rapport à ton premier échange, tu peux aussi. J'aurais acheté une maison. Beaucoup plus tôt. Voilà, parce que maintenant j'en cherche une 5 ans après et c'est 50 fois plus cher, donc voilà. Si vous arrivez en Australie, achetez une maison tout de suite. Voilà, on mettra un petit disclaimer, les performances passées n'affectent pas les performances futures, mais oui, d'accord, très bien. Dans le contexte de si on revient en arrière, en effet, ça paraît très valable. Non, je sais pas ce que j'aurais d'autre, je sais pas ce que j'aurais fait différemment. Si j'aurais peut-être, je me serais peut-être inclus plus rapidement dans la communauté française. Parce que mon mari est australien et que j'avais déjà des amis il y a 11 ans, j'avais pas vraiment j'ai pas senti un besoin de me faire beaucoup de nouveaux amis et du coup je me suis pas vraiment intégrée dans la communauté française. En plus j'avais plus envie d'être en mode je suis en Australie, je vois pas pourquoi je ferais ça. Et maintenant que j'ai des enfants et que j'aimerais quand même bien qu'ils aient des amis français, c'est un truc que je regrette un peu. Il est toujours temps? Il est toujours temps. Dernière question. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour, par exemple, une femme qui serait dans le conseil, qui serait plus junior et qui souhaite évoluer? On a parlé des mentors et des sponsors, mais est-ce que tu aurais un dernier conseil par rapport à évoluer en Australie ou pour avancer dans sa carrière ici? Qu'est-ce que je dis aux gens généralement? Il faut être... Ce que je recommande aux gens qui commencent chez Bain, c'est d'être humble dans leur façon de travailler. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup à apprendre. Quand on va dans un autre pays, il y a beaucoup à apprendre de la culture et puis de la façon dont les gens communiquent et réagissent. Et donc d'être un peu ouvert à une façon différente de travailler, d'observer, de regarder les gens et de s'adapter un peu. Donc ça, c'est un peu d'humilité dans la façon de penser, dans la façon de travailler. Et l'autre, c'est de faire des efforts, mais pas de les faire au détriment d'une vie personnelle, mais parfois de faire ce petit effort de plus, ce qu'ils appellent ici le extra mile, pour montrer de la motivation, après ça, il ne faut pas que ce soit le extra mile tous les miles, quoi, parce que là, du coup, après ça, on peut plus avancer parce qu'on est trop fatigué, mais d'avoir un peu cette motivation, les gens ici apprécient beaucoup. Ok, ça me paraît super. On va finir là-dessus. Très bien.